Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. C'est sur Boursorama et aujourd'hui on se demande comment être un actionnaire responsable avec vous. Jean-Pierre Grimaud, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur général d'Ophi Invest, 5e gérant d'actifs en France avec plus de 200 milliards d'euros d'encours sous gestion. Vous vous revendiquez, vous n'êtes pas le seul, mais vous vous revendiquez comme étant un acteur de la finance responsable. Au-delà de la posture, au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être un acteur de la finance responsable? Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier notre première responsabilité en tant que gérant d'actifs. C'est une responsabilité fiduciaire vis-à-vis de toute personne qui nous confie de l'argent à gérer. Cette responsabilité fiduciaire, elle nous amène à devoir investir dans des entreprises dont on sait qu'elles vont être là durablement. Et c'est là qu'on rejoint cette notion d'investissement responsable, d'investissement durable. Parce qu'il nous faut choisir des entreprises dont on est certain qu'elles vont rembourser leurs dettes quand nous les finançons à travers des dettes ou qu'elles vont générer de la valeur sur le long terme. Et cette croyance, cette acceptation dans l'investissement positif passe par la prise en compte de critères ESG, des critères environnementaux, des critères sociaux et sociétaux et des critères de bonne gouvernance. Et nous sommes convaincus que l'inclusion de critères ESG dans l'analyse des entreprises et dans la façon dont les entreprises elles-mêmes agissent apporte de la valeur durable sur ces mêmes entreprises. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le financier, autant que l'extra-financier, les deux comptent autant l'un que l'autre quand vous appréciez le potentiel d'une entreprise dans laquelle vous investissez ou que vous financez. Ça compte autant, le financier, l'extra-financier? Oui, ça compte autant dans la façon d'appréhender la création de valeur durable d'une entreprise. Il ne faut pas se tromper, les enjeux que l'on a devant nous sont considérables. On sera amené vraisemblablement à parler du changement climatique, qui est un enjeu majeur, mais il n'y a pas que celui-là. Et l'introduction de cette approche extra-financière prend de plus en plus de place dans l'analyse des entreprises. Regardez, les entreprises qui chutent brutalement en bourse, en règle générale, sont des sujets liés soit à la gouvernance de l'entreprise, à la dette, on l'a vu régulièrement. Soit à la dette, qui peut être aussi un sujet aussi extra-financier, une mauvaise gestion finalement du patrimoine de l'entreprise, et des critères liés à une mauvaise appréhension des risques climatiques. Ça veut dire que concrètement, vous assumez d'exclure de votre portefeuille, de vos portefeuilles d'investissement, des entreprises qui ne cocheraient pas toutes les bonnes cases, toutes celles dont on a parlé à l'instant? Alors, la politique d'exclusion... Elle mérite d'être claire. Elle a le mérite d'être claire, mais elle a le mérite aussi peut-être de vous écarter de vos responsabilités. On vit dans un écosystème, c'est un écosystème d'entreprise. Et plutôt que d'exclure systématiquement... C'est la facilité? Ça peut être une forme de facilité, et ça peut être aussi une forme de manque d'influence sur le monde dans lequel nous vivons. Et donc, même si nous avons mis en place un certain nombre de politiques sur lesquelles je pourrais revenir, des politiques sur le pétrole et le gaz, sur le biocide, sur l'huile de palme, sur le tabac, etc., nous préférons, d'une manière générale, plutôt être dans une posture d'accompagnement et de dialogue avec les entreprises pour les accompagner dans leur propre programme de transition. Et cela, c'est beaucoup plus exigeant, puisque ça exige d'abord une analyse très approfondie du travail fourni par les entreprises, et ça exige du dialogue, ce qu'on appelle le dialogue actionnarial avec les entreprises. Donc pas d'exclusion, sauf en dernier recours. Par exemple, nous avons décidé de ne plus financer par la dette des entreprises qui mettent en travaux de nouveaux champs pétroliers. Mais nous restons actionnaires de ces entreprises justement pour pouvoir, à travers notre présence dans les assemblées générales, changer les choses de l'intérieur.
changer les choses de l'intérieur. Justement, et cette saison, c'est pour ça qu'on en parle des résultats qui s'ouvrent en France. On se souvient qu'avec d'autres, mais vous étiez présents ces dernières années, vous avez participé à des actions à la fois individuelles et collectives. Pour faire pression, il faut parler évidemment de Total Energy, de sa direction, et aussi d'Engie, notamment pour les inciter à aller plus loin dans leur stratégie carbone et leur stratégie climat. Honnêtement, vous pensez avoir été entendu ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas raisonner à court terme. Si on se dit, j'ai tenté de poser une résolution l'année dernière, il ne s'est rien passé depuis, ce raisonnement est trop court-termiste. Il faut regarder sur le moyen et sur le long terme. Ces actions d'engagement, nous les avons entreprises il y a quelques années déjà, et force est de constater que petit à petit, certaines évolutions se passent. Et les entreprises elles-mêmes bougent dans leur façon de regarder les sujets. Si vous prenez le cas emblématique, mais j'aimerais sortir du cas emblématique de Total parce qu'on se focalise trop sur ce sujet, me semble-t-il. Mais vous voyez que petit à petit, Total s'est engagé dans une politique climat. Alors évidemment, on peut considérer que ça ne va pas assez loin, que ça pourrait aller encore plus loin ou peut-être plus vite. Mais pour autant, il y a une stratégie climat qui est enclenchée chez Total. Est-ce que c'est le fruit de notre action ? Est-ce que c'est le fruit de l'action collective ? Difficile à dire, mais en tout cas, il se passe des choses. Et chez d'autres énergéticiens, exactement la même chose. Donc je pense qu'il faut être présent, il faut être vigilant et ne pas hésiter à aller au contact des entreprises, discuter avec les entreprises pour faire valoir nos points de vue. Après, quand on écoute les experts, notamment ceux de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, ils nous disent clairement que les entreprises qui sont dans le secteur pétrolier n'affichent pas, en tout cas aujourd'hui, à date, de plans de transition qui sont crédibles, indépendamment des ambitions qui sont affichées. C'est aussi votre travail de comparer, encore une fois, les objectifs qui sont toujours ambitieux avec la réalité derrière, qui l'est souvent moins en termes d'exécution. C'est ce que l'on demande dans une analyse extra-financière et c'est ce qui sera demandé demain avec les reportings liés à la nouvelle réglementation européenne CSRD. Et donc, à travers cela, on pourra avoir à la fois une lecture et, encore une fois, chercher à avoir une influence. Les plans de décarbonation, ils sont très difficiles à appréhender. Il faut bien comprendre ce qui est présenté par les entreprises, ce qui est présenté dans le cadre de leur reporting. Et vous savez comme moi qu'en extra-financier, tout n'est pas normalisé aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que ce travail en profondeur de ce qui est produit officiellement doit être accompagné d'un travail et d'une discussion avec les entreprises pour mieux comprendre ce qui est la réalité. Souvent, les plans d'ailleurs, quand les plans climat sont annoncés par les boîtes du CAC 40 ou d'autres, les managements disent qu'elles sont calquées sur le science, enfin validées par le Science Based Target, qui est censé faire office, on va dire, de bon travail. Mais ce n'est pas suffisant non plus ? Non, je crois que surtout, c'est pas que ce soit suffisant ou pas suffisant, c'est pas stable. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui à la recherche des indicateurs et des façons de calculer, donc des méthodologies qui donneront naissance à ces indicateurs pour pouvoir s'assurer que nous sommes bien dans les bonnes trajectoires, bien au sens mesurable. Ouais. Il y a encore une fois, je le disais, il y a les assemblées générales qui ont commencé. Quel est votre programme d'action pour cette année ? Est-ce que vous êtes prêt aussi à aller un cran plus loin ? Pourquoi pas voter contre des résolutions qui sont proposées par le management, qui ne vous semblent pas assez ambitieuses ? Si vous voulez, comme les autres années, nous allons regarder les différentes résolutions liées au climat, mais pas seulement. On va aussi, cette année, s'intéresser beaucoup aux résolutions liées à la gouvernance. Et en particulier, nous regarderons avec attention lorsqu'il y a des renouvellements de mandats, soit d'administrateurs, soit de directeurs généraux, soit de présidents, soit des deux, eh bien, de bien vérifier que les engagements pris par ces personnes eh bien, ont bien été mis en œuvre, ont bien été respectés dans la façon dont ils influencent les stratégies
climatique des entreprises. Autre exemple, sur les politiques de rémunération. Les politiques de rémunération doivent intégrer des critères de durabilité. Elles sont votées en général par les actionnaires. Toujours, alors, fut un temps, c'était une écrasante majorité, maintenant c'est toujours majoritaire. Il n'y a jamais de gros débat là-dessus d'ailleurs, hein, sauf sur quelques cas assez emblématiques. Mais je pense qu'il est de notre devoir, en tant qu'investisseur responsable, de bien pointer du doigt le fait que les rémunérations des dirigeants intègrent bien des critères de durabilité, comme c'est demandé. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, non seulement nous voterons contre ces rémunérations, mais nous ferons savoir que nous voterons contre ces politiques de rémunération si elles n'intègrent pas des critères de durabilité valables. On a souvent parlé des 3 tiers quand on parle du partage de la valeur entre d'un côté les actionnaires, les salariés et l'investissement. Vous proposez les 4, alors pas les 4 tiers, hein, mais les 4 quarts, actionnaires, salariés, investissement, et un quart aussi pour la planète. Alors déjà, expliquez-nous, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut résonner dans la tête des dirigeants de sociétés cotées ? Il est vrai qu'il est de coutume de parler de cette règle des tiers, actionnaires, salariés et investissements. Mais il y a aujourd'hui une urgence climatique. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les scientifiques, tous les rapports le mettent en avant. Nos actionnaires sont des assureurs. Nos actionnaires le vivent au quotidien, le changement climatique. Et on voit bien ce qui se passe dans la réalité quotidienne. Les inondations, encore ces jours derniers, sont là pour malheureusement illustrer. Une facture, encore une fois, climatique très importante en France en 2020. Avec une facture climatique qui est très importante et surtout dont la fréquence augmente et l'ampleur augmente. Donc à un moment donné, on doit bien prendre en compte cette réalité. Et donc nous, notre raisonnement, pour reprendre vos propos sur le 4 quarts, c'est de dire que finalement il y a un bien qui est un bien commun, qui est partagé par tout le monde. Et ce bien commun, c'est le climat. On ne peut pas agir sur le climat seul en France, alors qu'on fait partie de la planète tout entière. Et donc on se dit que vraisemblablement, dans la distribution des résultats de l'entreprise, il pourrait y avoir une part de ce résultat qui soit consacrée à ce bien commun, et donc à mettre en œuvre, parce que ça peut coûter, des politiques de transition qui soient plus ambitieuses, plus efficaces. Et on peut le proposer en AG, ça, ou pas ? Comment on fait ? Parce que sur le papier, on est tous d'accord. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on le met en pratique ? Eh bien, on peut en AG être très vigilant à la politique de dividendes. C'est à travers la politique de dividendes... Pas trop au détriment du climat, mais après, les actionnaires qui nous regardent vont se dire « Oh là là, mais moi, je veux qu'il y ait des dividendes parce que j'ai une action et je veux du rendement. » C'est l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Et voilà. Et c'est finalement, on revient toujours à cette notion. Est-ce que l'on veut avoir une rémunération à court terme qui soit maximisée, qui soit la plus élevée possible, quitte à sacrifier le long terme, ou au contraire, est-ce que on est prêt à renoncer à une rémunération élevée de court terme pour s'assurer une rémunération qui soit plus stable, mais surtout plus pérenne dans le temps, parce que les entreprises et la planète auront survécu. Voilà. C'est important qu'on ait cet échange sur ce sujet-là. On fera un point après la saison des résultats. On en reparlera. Merci à vous. Jean-Pierre Grimaud, donc, directeur général d'Ophi Invest. Merci. Merci David. Et puis, évidemment, ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.